Place maintenant à l'invité au cœur de l'info week-end. Direction l'espace, nouveau terrain de compétition entre grandes puissances. États-Unis, Russie, Chine, Inde, Europe et les sociétés privées participent aussi à cette course. Et en premier lieu, évidemment, Elon Musk avec SpaceX et Starlink qui comptent déjà plus de 7000 satellites. Un nouveau paysage géopolitique se dessine au-dessus de nos têtes. Faut-il s'en inquiéter? On en parle ce soir avec Xavier Pascaud, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste des questions spatiales, civiles et militaires et auteur de nombreux livres. Dernière en date, Géopolitique de l'espace, la guerre du ciel est déclarée, qui sort le 4 septembre aux éditions Talendier. Bonsoir Xavier Pascaud, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir sur France 24. 90 pays sont actuellement présents dans l'espace, c'est énorme. Le nombre de satellites lancés est 100 fois plus grand qu'il y a 10 ans. Ce chiffre est vertigineux. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Alors on en est arrivé là pour différentes raisons. Bon, l'espace est le produit un peu d'une histoire récente finalement, avec d'abord une importance très géopolitique, très militaire. Alors, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on se rappelle de l'affrontement entre les États-Unis, l'Union soviétique, et l'espace faisait partie des vitrines technologiques. Et puis on vit aujourd'hui une époque où l'espace est un peu industrialisé. Finalement, les technologies permettent de faire des satellites beaucoup plus petits, beaucoup moins coûteux. Et puis surtout, ce sont les technologies de l'information qui sont en train de porter finalement cette activité spatiale, de lui donner un nouveau souffle en quelque sorte. Et ce qui est frappant, c'est que les acteurs qui investissent dans l'espace ne sont pas les acteurs traditionnels spatiaux de la communauté, d'une communauté qui était très, d'une certaine manière, refermée sur elle-même, mais sont des acteurs qui viennent de la tech, de l'information, du monde de l'information. Et donc, ça multiplie. Aujourd'hui, on industrialise un peu la banlieue de la Terre, on va dire. Ça n'est plus un sanctuaire. Ce n'est plus un sanctuaire, effectivement, parce que l'espace prend une importance de plus en plus grande. Alors, quand même, au départ, pour les États, quand même, et ça reste toujours très important, y compris pour les opérations militaires, c'est le cas en Ukraine, par exemple. Et donc, les satellites deviennent aussi des cibles. Et donc, on a une activité militaire qui s'intensifie dans l'espace. L'espace, jusqu'à présent, était un peu au-delà un peu des affrontements, parce que l'espace servait aussi à réguler, on va dire, à équilibrer la relation stratégique entre les États-Unis et l'Union soviétique. C'était lié au nucléaire. Donc, on n'avait pas intérêt, finalement, à détruire mutuellement ces C'est une dissuasion. C'était la dissuasion. Et aujourd'hui, la dissuasion existe toujours, mais l'espace prend une place plus importante des opérations militaires. Donc, on a aussi une compétition de ce point de vue. Alors, on va y revenir sur les activités militaires. Pour revenir sur les acteurs, donc le plus grand d'entre eux, c'est Elon Musk, on l'a dit, avec Starlink et sa société SpaceX, qui représente 60 à 70%, si je ne me trompe pas, des satellites. Oui. Voilà, en service aujourd'hui. Les opérateurs privés ont donc supplanté les États, qui restent responsables tout de même. Voilà, alors les États, c'est une situation un peu complexe, parce qu'on a tendance à se dire, tiens, le secteur privé est en train de remplacer les États. Alors, c'est pas tout à fait vrai. L'argent qui circule dans l'espace reste majoritairement de l'argent public. Mais les États se servent de ces acteurs pour créer de grandes infrastructures qu'ils ne veulent pas mettre en place eux-mêmes, ce serait trop coûteux, etc. Et donc, ils surfent un petit peu, ces États, sur l'intérêt de ces acteurs pour eux-mêmes créer des réseaux pour Internet, pour la connectivité, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, on ne parle plus de satellites de télécommunications, comme on le faisait avant, on parle de satellites de connectivité. Et donc, les États se servent de ça, alimentent ces gens-là, et il faut dire, la réalité, c'est que ces acteurs privés, sans l'argent public, auraient beaucoup de mal, en fait, en réalité, à commercialiser des choses. Mais on essaye de les lancer sur cette... d'amorcer la pompe commerciale, on va dire, pour les États, pour bénéficier de ces infrastructures. Et ça a été quand le grand tournant de la privatisation de la conquête spatiale, la mandature Obama ? Alors, la mandature Obama, mais on peut même remonter plus avant. Les années 90, c'est la fin de la guerre froide, en quelque sorte. Et aux États-Unis, parce que c'est un mouvement qui reste très américain à l'origine, aux États-Unis, on se dit, mais on a investi des milliards finalement dans ces systèmes militaires, etc., pendant toute la guerre froide. Il faut reconvertir tout ça en faisant un nouveau levier, finalement, de pouvoir économique, pouvoir industriel, pouvoir technologique. Et on a, sous l'administration Clinton, dès le départ, la volonté de commercialiser. Donc ça, c'est la première vague. On va voir des sociétés apparaître qui vont commercialiser, par exemple, des images satellites. Avant cela, les images, c'était pour les gouvernements. Là, Et puis, des années 2000, on a cette jonction qui se fait avec les technologies de l'information, avec la tech. Et là, c'est le second souffle. Et ce qu'on va appeler le New Space, mais très, très guidé, là encore, par les États, et notamment par l'État américain. Comment se passe la coexistence entre tous ces acteurs là-haut ? Alors, c'est très compliqué, c'est de plus en plus compliqué. Vous l'avez dit, aujourd'hui, on a à peu près 70% des satellites qui sont dans les mains d'acteurs privés. Aujourd'hui, on a à peu près 11 000 satellites actifs en orbite. Alors, il se trouve que l'espace est grand, ça reste grand, mais les orbites utiles sont assez peu nombreuses. Et donc, on essaye aujourd'hui de se dire comment on va éviter les collisions entre ces satellites. Donc, on essaye d'inventer des règles internationales, mais ça ne va pas tout seul. Vous avez mentionné le fait que 90 pays
avaient au moins un satellite dans l'espace, mais il y a une grande disparité entre des gens qui ont des milliers de satellites et des gens qui n'en ont qu'un. Comment on fait pour respecter les satellites des uns des autres? Tout ça est en discussion. Alors comment éviter justement que ce soit le Far West là-haut? Eh bien, c'est vrai qu'aujourd'hui, le cadre juridique est assez flou, on va dire, assez flexible, assez lâche. Il y a des discussions qui existent, qui sont très compliquées. Il y a un régulateur quand même ou... Alors, il n'y a pas de régulateur. Il y a un grand traité, c'est le traité de 1967, qui fait de l'espace un bien commun. Voilà. Et on a juste comme interdiction celle de placer une arme nucléaire en orbite. Mais c'est la seule interdiction qui existe. Alors après, les États sont responsables juridiquement de ce qu'ils font dans l'espace quand même. Ils peuvent être poursuivis pour ça s'ils contreviennent à ces textes internationaux. Mais les contraintes sont tellement faibles qu'effectivement, ça donne l'impression d'une sorte de Far West. Alors ça va un peu loin le Far West, mais oui, il y a beaucoup de flexibilité que les acteurs privés veulent utiliser. Alors les États-Unis sont toujours le leader incontesté. La Russie a beaucoup perdu de sa superbe, hein, évidemment. Parmi les acteurs qui montent beaucoup ces dernières années, on pense évidemment à l'Inde, mais la progression la plus exponentielle, c'est celle de la Chine. De la Chine, oui, qui en fait suit le même parcours que les États-Unis, l'Union soviétique et la Russie désormais 50 ans avant. C'est-à-dire que la Chine veut cocher, je dirais, les cases de la grande puissance et l'espace fait partie de ces cases. Et donc la Chine a investi dans les différents domaines du spatial, que ce soit les satellites pour observer, pour télécommuniquer, mais aussi, par exemple, l'espace habité. Ils veulent même aller sur la Lune, faire une base sur la Lune avec des... Vous avez d'ailleurs, il y a quelques années, été sur la face cachée de la Lune, qui avait été une grande prouesse. Et ça, c'est important parce que la Chine, on le voit, a toujours le souci de faire des choses originales, en plus, qui n'ont pas été faites. Et ils font preuve d'une très, très grande compétence. Au fil des années, effectivement, la Chine est devenue un acteur majeur. Et cet objectif lunaire, avant 2030, je crois, alors voilà, pour la Chine, c'est l'objet d'une compétition féroce avec les États-Unis. Alors je dirais que pour les États-Unis, c'est l'objet d'une compétition féroce avec la Chine. La Chine a lancé ce programme il y a déjà pas mal d'années, a toujours parlé de 2030, mais est allé toujours à son rythme. Et on s'aperçoit aujourd'hui, avec les difficultés que subissent les Américains, les allers-retours entre Elon Musk et d'autres, et la NASA, tout ça a été très compliqué, bien on se dit que peut-être là, la Chine va être la première à aller sur la Lune. Alors pour les Américains, ce serait y retourner, parce que les Américains sont allés les premiers. Mais il y a quand même là une compétition qui s'intensifie, vu du côté américain, parce qu'il y a cette crainte que la Chine grille un peu la politesse aux États-Unis. Et l'Europe, dans tout ça, elle est un peu larguée par rapport à ces États ? L'Europe, c'est un ensemble d'États, je ne vous apprends rien. L'Agence spatiale européenne fait de très très beaux programmes scientifiques, parce que l'espace, c'est aussi de la science. Mais c'est vrai que quand il s'agit de donner une impulsion pour des projets politiques de fonds, pour de la politique industrielle, etc., c'est beaucoup plus compliqué pour l'Europe. Donc c'est un handicap d'être 27 ? Et c'est sans doute un handicap. Chacun doit y retrouver ses billes, hein, c'est ce qu'on appelle le juste retour. Ça. Donc il y a la Commission européenne aujourd'hui qui veut vraiment avoir aussi son mot à dire. Et à vrai dire, Galileo, par exemple, le GPS européen, ou Copernicus, qui est quand même le système qui ausculte la Terre pour le monde entier. Ce sont des belles réalisations européennes, là de l'Union européenne en l'occurrence. Donc l'Europe a tout ce qu'il faut pour faire de l'espace, mais il faut un peu effectivement de la décision politique, et ça c'est plus compliqué. En tout cas, l'autonomie stratégique européenne dans ce domaine, c'est absolument crucial. Oui, c'est absolument crucial. Et je dois dire que le premier maillon de cette autonomie, c'est l'accès à l'espace. Hein, c'est Kourou, on connaît le lanceur Ariane, la France est très présente évidemment. C'est le spaceport européen aujourd'hui, et ça permet quand même d'avoir une indépendance par rapport aux autres acteurs qui, eux, seraient en compétition et pourraient compliquer la tâche de l'Europe. La présence de tous ces acteurs étatiques et non étatiques dans l'espace occasionne aussi, on l'imagine, beaucoup de pollution avec les débris spatiaux. Là aussi, c'est un gros problème. Oui, c'est un problème. En tout cas, c'est un problème qui devient de plus en plus important parce qu'on se dit Qu'est-ce que ça représente? Parce qu'on a du mal à... Oui, alors aujourd'hui, c'est de l'ordre, si vous voulez, de... Déjà, de quoi on parle? C'est quoi ces débris? Alors, ces débris, ce sont des satellites, par exemple, qui ne fonctionnent plus, donc qui ne sont plus contrôlés. Donc, qui sont par exemple en orbite basse notamment. Alors, l'orbite basse, c'est entre 500 km et 2000 km. C'est là où c'est plus important en termes d'effet. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une petite bille d'1 centimètre peut traverser un satellite parce que les vitesses sont énormes. Donc, les énergies déployées sont énormes. Donc, une écaille de peinture, une petite vis peut tuer un satellite. Donc, on fait de plus en plus attention à ça parce qu'on se dit, on déploie de l'activité et par définition, quand on déploie de l'activité, on laisse des petits morceaux, on laisse de la pollution. Et ça, on a très très peur, si on a beaucoup de satellites en orbite, sur certaines orbites, de ce qu'on appelle le syndrome Kessler, du nom d'un physicien qui a calculé ça, des effets en cascade. C'est-à-dire qu'un débris percute un satellite qui devient d'autres débris qui eux-mêmes percutent d'autres satellites. Et ça, pour les constellations, par exemple, c'est ce qu'on appelle ces grandes constellations, celles de SpaceX, par exemple, Starlink, avec 7000 satellites, il veut aller jusqu'à 42 000 satellites. Eh bien, si on a des effets en cascade qui se font, alors là, ça peut avoir des effets majeurs et des effets qui pourraient conduire à terme, si on y prend garde, à
à geler les orbites, parce qu'une fois que vous avez un objet dans l'espace, il ne retombe pas avant des siècles selon l'altitude. Donc il faut vraiment y prendre particulièrement garde, parce qu'on pourrait se tirer des balles dans le pied finalement. Donc voilà, au-delà de la pollution, tout le monde a intérêt à garder voilà. Et un tout le monde est propre. interdépendant. Ça, c'est la particularité de l'environnement spatial. Alors on a parlé un petit peu de régulation possible. Est-ce que quels pourraient être les garde-fous justement qui pourraient être rapidement mis en place et consensuels, disons, dans l'intérêt à nouveau de tous, que ce soit en termes de pollution que de circulation, enfin de gestion du trafic spatial. Responsable. On discute par exemple aux Nations Unies en ce moment à Genève de la possibilité d'instaurer des sortes de règles du jeu, de codes de conduite, de comportement responsable. Je dirais que le garde-fou essentiel, c'est cette interdépendance. L'espace, c'est le seul environnement, si on le compare à l'air, à la mer, à la terre, par exemple, où si vous vous comportez mal, tout le monde va payer la facture, y compris vous-même d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment le garde-fou essentiel qui fait que les gens se restreignent finalement de se comporter de manière irresponsable. Néanmoins, il y a de la compétition, il y a aussi des pays qui reposent moins sur l'espace que d'autres, et donc ceux qui reposent beaucoup sur l'espace deviennent directement vulnérables, plus vulnérables peut-être que ceux qui reposent moins. Donc tout ça est en cours de discussion. C'est compliqué. Aujourd'hui, en fait, c'est un peu bloqué parce que les gens n'ont pas les mêmes visions de ce que peut être un comportement responsable. Il y a de grands projets, par exemple, de gestion du trafic spatial. Alors comment on va, les priorités, éviter les collisions, qui bouge, qui ne bouge pas. Et le code de la route est très très compliqué à mettre en place parce qu'il y a aussi des aspects de sécurité qui sont liés. Alors dans le cadre de notre carte blanche, qui est une tradition Au cœur de l'info week-end, vous avez choisi une image d'archive personnelle qu'on visualise à présent à l'antenne. Alors, il s'agit d'une photo de vous-même en 2006 avec le professeur Edward Stone, qui est le père de la sonde Voyager. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous évoque tout simplement cette photo à titre personnel et puis par rapport à notre conversation? Oui, comme vous l'avez dit, oui. Cette photo pour moi est importante à double titre. Alors, à titre personnel, effectivement, Edward Stone pour moi est quelqu'un d'important parce que c'est le père des sondes Voyager qui ont été lancées dans les années 70 et qui ont fait toutes ces photos dont on se rappelle de Saturne, de Jupiter. C'était les premières photos, vous voyez les planètes de près. Et quand j'étais encore jeune lycéen, je me rappelle avoir acheté une carte postale où on voyait ces planètes prises par les sondes Voyager dans la fin des années 70 et qui m'avait qu'on crée un déclic chez moi pour m'intéresser au secteur spatial. Et 25 ans plus tard, finalement, j'aurais jamais imaginé que je serrerais la main de professeur Stone, qui était le papa des Voyagers finalement, et qui finalement a été aussi, m'a remis ce diplôme de l'Académie internationale d'astronautique. Et donc ça, c'était vraiment important pour moi. Puis un titre peut-être plus important, plus fondamental, Voyager, c'est aussi ce que l'esprit humain fait de mieux quand on a vu que ça et là, aujourd'hui sur la planète, l'humanité n'est pas en grande forme, mais quand elle sait faire des choses, c'est admirable parfois. Et Voyager, c'est vraiment à ce titre-là, Voyager aujourd'hui, Voyager 1 et 2, ce sont deux sondes qui ont été lancées il y a 50 ans presque. Ce sont les objets les plus éloignés de la Terre qui aient été créés sur Terre et qui continuent à envoyer encore des informations et à recevoir des instructions. On l'avait perdu. Et puis les gens ont réussi à reconnecter avec ces objets qui sont à des milliards de kilomètres. Et là, pour le coup, on se dit que c'est assez admirable, que ça donne un peu espoir finalement que l'espace, au moment où il s'industrialise, où on parle beaucoup de commerce, d'économie, de connectivité, d'Internet dans l'espace, c'est bien de savoir que l'espace, c'est aussi ça. Et peut-être l'espace, c'est d'abord ça, avant tout. Et je pense qu'il faut le garder en mémoire aujourd'hui. Et c'est quoi les choses les plus fondamentales que nous a permis je pense Voyager? que c'est le goût de la curiosité, c'est l'esprit de découverte, c'est ça aussi l'espace, en réalité. Et Voyager, ça permet, mais comme James Webb, le télescope James Webb, qui aujourd'hui fournit des images extraordinaires, fantastiques. Et puis aussi la sonde, par exemple, européenne, qui s'est posée sur la comète. Tout ça, ce sont des exploits admirables de l'être humain, de l'humanité. Et je pense qu'il faut garder ça en tête. Ça, c'est l'espace qu'on aime bien, finalement, et qu'on aimerait bien garder. Alors revenons à nos satellites multiples. Ils peuvent être attaqués, ils l'ont déjà été, oui, alors, voire espionnés. Alors oui, tout à fait. Aujourd'hui, on voit, et ça c'est assez nouveau, on voit des satellites qui se rapprochent d'autres satellites pour les espionner, pour éventuellement capter des choses, et on redoute que certains satellites pourraient effectivement mener des opérations anti-satellites, si vous voulez. Alors ça, c'est assez nouveau parce que ça date de quelques années seulement. Jusqu'à présent, les satellites militaires étaient surtout là pour stabiliser les choses, et notamment dans le cadre de la relation stratégique, bipolaire, etc. Et puis, avec la montée... Alors, la guerre du Golfe, ça a été le premier événement militaire où on serait vraiment servi de satellites pour guider des munitions. Par exemple, on sait aujourd'hui, le GPS guide des munitions. Et donc, de facto,
immédiatement, les satellites deviennent un ensemble du dispositif de défense et donc une cible possible. Et on a vu monter, au fil des années récentes, des programmes de satellites, donc qui sont dans l'espace, mais qui ne servent plus à collecter de l'information ou à communiquer, mais qui servent éventuellement à cibler d'autres satellites. Alors ça, c'est nouveau. Il n'y a pas de guerre dans l'espace aujourd'hui, mais on se dit que au fil des années qui viennent et parce que ces réseaux d'information sont essentiels, la rapidité, on va avoir sans doute, l'espace va être de plus en plus sous tension. Et la France, je crois, a développé d'ailleurs un programme destiné à développer justement des nanosatellites, garde du corps de ces satellites géostationnaires. Voilà. Donc pour les protéger, ça c'est indispensable du coup. Ah oui, on est exactement là-dedans. La France a rendu public une stratégie spatiale de défense en 2019. C'était Florence Parly qui était ministre de la Défense à l'époque. Et elle avait évoqué à cette occasion le satellite russe Lutch qui venait, et le cas échéant, peut-être espionner les satellites militaires français de télécommunications. Et donc, il y a eu la décision de lancer un programme qui s'appelle Yoda. Alors, c'est toujours des acronymes un peu compliqués, mais qui sont des petits satellites un petit peu guetteurs, effectivement, sentinelles, qui ont surtout pour vocation à donner une indication de ce qui se passe autour du satellite. Parce qu'en fait, la difficulté de l'espace aujourd'hui, et c'est pour la France, mais pas seulement pour la France, c'est de savoir ce qui se passe. Quand vous avez un satellite qui s'arrête de fonctionner, vous ne savez pas s'il tombe en panne, s'il a été attaqué, s'il a pris un débris, etc. C'est très compliqué parce que surveiller l'espace, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'investissements dans ce qu'on appelle la surveillance de l'espace. Et ça fait partie aussi de ça. C'est-à-dire qu'on a des télescopes au sol, des antennes radars, mais on a aussi des petits satellites désormais qui peuvent voir de plus près ce qui se passe. Alors on parle beaucoup depuis 15 minutes maintenant de rivalité, de compétition. Il y a quand même un endroit où on collabore encore, c'est l'ISS. Comment expliquer qu'au sein de l'ISS, justement, il y ait quand même cette collaboration qui perdure et que ça reste hors des rivalités, disons, terrestres? Je pense que c'est... Alors évidemment, l'ISS est un grand programme qui a commencé de manière très coopérative. Effectivement, la Russie a été associée sous l'administration Clinton à cette époque. Et il y a toujours cette idée qui demeure quand même que l'espace est hostile à l'homme, c'est hostile à l'être humain. Et que quand on s'y trouve, qu'on soit russe, qu'on soit américain, qu'on soit chinois, qu'on soit européen, on s'y trouve en situation de vulnérabilité. Donc il y a une entraide nécessaire. Il y a le besoin de coopérer. Oui. Et ça reste très fort. Et je pense que notamment les corps d'astronautes, par exemple, des différents pays, se connaissent tous parfaitement bien et sont toujours dans cette logique de coopération et d'entraide. Ça reste important. Et effectivement, aujourd'hui, l'ISS se distingue par le fait que c'est le plus grand programme de coopération internationale qui demeure actif avec des pays qui ne sont pas autrement très, très d'accord entre eux. Et pour conclure, Xavier Pascaud, on avait, en résumé, au cours du XXe siècle, une sorte de posture d'humilité vis-à-vis de l'espace, qui est un espace mystérieux, avec une immensité très difficile à appréhender pour un cerveau humain. Donc une humilité, je le disais. Vous parlez, vous, de sentiment de merveilleux qui a depuis disparu. Ça vous rend du coup nostalgique. Comment est-ce que vous qualifiez d'ailleurs l'époque actuelle? Oui, mais je dirais qu'aujourd'hui, en fait, on banalise l'espace. L'espace, c'était sacré, y compris dans les mythes. Les dieux sont toujours au-delà des cieux. Donc, du coup, c'est dangereux, ça? Eh bien, aujourd'hui, on banalise. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on voit arriver, c'est une forme d'industrialisation de l'espace. Donc, une forme... La technologie permet de le faire. Désormais, on va pouvoir bouger dans l'espace, on va pouvoir territorialiser un petit peu plus les choses, même si ça reste très compliqué dans l'espace. La physique est très compliquée à maîtriser, mais néanmoins, on le fait. Et donc, eh bien, c'est comme si on augmentait un peu la dimension du globe terrestre et on va y transporter la coopération, la compétition, les points positifs, les points négatifs. On a l'impression qu'on banalise tout ça. Alors, il faut quand même relativiser parce que l'espace, c'est grand et ça demeure très compliqué. Le ticket d'entrée est très, très important. Mais c'est vrai qu'on a une forme de banalisation via une forme d'industrialisation. Et ça, sans doute, il y a une forme de romantisme, effectivement, dans ces projets-là qui s'est perdu. Mais à nouveau, et on évoquait Headstone tout à l'heure et ça demeurera, la science, ça reste aussi très important et la découverte, elle est là. Et cette banalisation, ça vous inquiète? Alors, je crois qu'il faut certainement faire en sorte qu'elle soit encadrée, en tout cas, que l'industrialisation soit encadrée. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il va falloir, et ça va être très compliqué, discuter de règles équitables de l'accès et de l'usage de l'espace, de l'accès à l'espace et de son usage. Je pense que tout le monde en a conscience parce qu'il va falloir coexister dans l'espace. Et à nouveau,
c'est pas parce que vous êtes l'acteur dominant que vous dominerez tout le monde. Dans l'espace, tout le monde est interdépendant. Merci infiniment Xavier Pascaud d'avoir répondu ce soir à nos questions sur France 24. Et je le rappelle, votre livre Géopolitique de l'espace, la guerre du ciel est déclaré sur le 4 septembre prochain aux éditions Talendier. Merci encore, c'était passionnant. Entretien à retrouver sur notre site internet ainsi que sur nos réseaux sociaux. Restez avec nous sur France 24.